Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais à la une de ce journal. L'invité de ce lundi 21 novembre 2022 reçoit pour vous Moïse Dosoumou. Il est chroniqueur politique. Avec lui, on parle des enjeux politiques, de la participation de la formation politique Les Démocrates pour les élections législatives de janvier 2023. Bonsoir à vous, Moïse Dosoumou. Bonsoir, Tifa. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, la Sénat a délivré le samedi dernier le récépissé définitif au parti de l'opposition, les démocrates. D'entrée, dites-nous votre appréciation face à cette actualité. Je pense que si la Sénat l'a fait, c'est parce que la Cour l'a autorisé. Bien sûr. Que dans un premier temps, la Sénat avait déjà invalidé cette liste. Donc, s'il ne tenait qu'à la Sénat, les démocrates n'iraient pas justement à ces élections-là. Et c'est heureux que la Cour ait rétabli plus ou moins cette injustice-là, parce que ce serait vraiment, je ne dirais pas terrible, mais c'est comme si pour une seconde fois de manière consécutive, on empêchait justement la compétition électorale. Parce que déjà en 2019, on n'a pas eu ça. Il fallait espérer qu'il y ait ça. Parce que quand tout le monde est appelé à participer à une compétition électorale, du coup, ça calme toutes les tensions. Chacun se retrouve plus ou moins dans les listes de candidature et le vote devient une fête, comme ça l'a toujours été depuis 1990 jusqu'à un passé récent. Donc on espère vraiment que cette tendance va continuer et que quand il y a élection, l'une partie du peuple ou bien des candidats ne vont pas se sentir bien penser qu'ils pourraient être exclus et que dès qu'on dit qu'il y a élection, celui qui remplit les conditions normales puisse être autorisé à y participer. Je pense que ça va de soi dans une démocratie. Bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure de l'avis de la Cour constitutionnelle qui a été d'ailleurs favorable au parti Les Démocrates. Dites-nous comment comprendre cette décision et quelle sera la suite, selon vous, pour le parti Les Démocrates dans le processus électoral. Pour moi, ça a été une surprise et je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'autres, parce que j'étais de ceux qui pensaient que déjà avec cette affaire de quitus fiscal, que ce parti, qu'on a trouvé l'astuce pour empêcher le parti, je préfère dire les choses ainsi, qu'on a trouvé l'astuce pour empêcher le parti de participer à ces élections. Fort heureusement, on ne sait comment le miracle s'est opéré, que c'est notre fameuse Cour constitutionnelle qui autorise ce parti à y aller. C'est heureux, si c'est le déclic, c'est heureux, parce qu'après tout, c'est le Bénin qui gagne. Tout à fait. Ce qui change, c'est que les démocrates qui étaient exclus par la Sénat participent maintenant à ce scrutin. Ce qui change, c'est qu'enfin, beaucoup de Béninois pourront sortir d'eux-mêmes et aller voter. Et c'est qu'enfin, le taux de participation aux élections depuis, disons, 2019 va évoluer sensiblement. Et qu'enfin, la parenthèse d'une législature monocolore sera fermée et qu'on aura des représentants de toutes les sensibilités politiques dans la prochaine Assemblée nationale. Pour moi, c'est très important. Ok. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que les démocrates ont une chance de remporter ces élections ou tout au moins avoir les 10%? Je ne suis pas devin, mais je pense tel que les choses se passent, à écouter les uns les autres, à sonder un peu les réseaux sociaux, les commentaires par-ci, par-là, depuis la décision de la Cour. Je n'ai pas de doute que les démocrates puissent avoir les 10%. Je ne dirais pas qu'ils auront d'office la majorité, qu'ils auront le perchoir, je n'irai pas jusque-là. Oui. Mais si c'est sur la question des 10%, je pense que c'est déjà un acquis. Et que ce qu'il faut qu'ils fassent maintenant, c'est travailler justement à asseoir une certaine majorité confortable pour qu'ils prennent le perchoir. Et si ça arrivait, ce ne serait que justice. Parce que empêcher déjà en 2019, s'ils reviennent en force de cette manière, c'est tant mieux pour la démocratie. Il faut de la contradiction pour que les choses avancent. Il faut de la contradiction pour que les uns sentent, peut-être qu'ils ne sont pas les plus intelligents, mais qu'ils sont en erreur. Il faut de la contradiction. C'est en confrontant les idées
qu'on trouve le juste milieu, qu'on trouve la bonne direction. Mais quand la pensée est unilatérale, ce n'est pas intéressant, surtout quand c'est un peuple qu'on dirige. Il faut écouter toutes les sensibilités, il faut que tout le monde apporte sa pierre pour que ça puisse marcher véritablement. Alors, pensez-vous réellement qu'on pourrait avoir une mouvance et une opposition pour le prochain Parlement? À moins que la ruse et la rage interviennent encore pour qu'à terme, les démocrates soient invalidés ou bien qu'on puisse carrément invalider leur suffrage, à moins que ça advienne parce qu'on n'est jamais à l'abri de toute surprise. Hein. À moins que ça advienne. Mais si ce n'est pas le cas et que tout se passe tel que on est en train de le voir et que ça va jusqu'à son terme, je n'exclus pas le fait que les démocrates soient représentés à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a un piège, je ne dirais pas un piège, je dirais un risque. Parce qu'il se dit, ça et là, parce que jusque-là, la liste du Parti Les démocrates n'est pas encore rendue publique, on ne connaît pas les candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Et j'entends dire avec insistance que le parti aurait négocié pour enlever certains candidats jugés trop charismatiques, trop gênants, trop populaires, y mettre d'autres, et que c'est ça qui leur a valu le fameux, disons, quitter sur la cour. Même si c'était le cas, je pense que même sans aller dans le fond de cette compromission de griffe, si c'était vraiment vérifié, je n'irai pas jusque-là, mais même si c'était le cas, le simple fait de voir ce parti participer suffit, à mon avis, pour qu'ils aient les 10%. Et si l'hypothèse que je mets est vérifiée, c'est au parti de travailler sa communication lors de l'élection pour que ça ne frustre pas éventuellement les électeurs de ces candidats jugés un peu trop charismatiques, pour que ceux-là, d'un moment d'ensemble, voient le parti et non les individus à y voter. Parce que n'oublions pas, en 2015, on a connu plus ou moins, je ne dirais pas ce cas de figure, mais c'est vrai que les élections législatives, c'est le parti, c'est les candidats. Mais ça n'empêche qu'il y a eu des têtes fortes en 2015, je parle de Léandre Sogou notamment à Cotonou, très charismatique, mais qui a échoué en face d'un certain candidat Zanaï, d'un Joseph de Gbenou et d'un Obimé Epiphane qui n'était même pas connu au bataillon. Donc les gens pourraient voter le parti juste comme ça parce qu'ils ont maintenant l'impression de pouvoir enfin voter utile. C'est possible. Donc c'est au parti de savoir comment manœuvrer sa communication lors de ces élections pour que ces couacs-là, ou bien ces compromissions, si c'était vérifié, j'insiste encore là-dessus, ne viennent pas justement les empêcher de réaliser un bon score électoral. Ok, alors dernière question, quelles sont vos espérances pour ces joutes électorales? C'est que les fêtes électorales soient d'actualité, comme ça a été le cas de 90 à 2016. Qu'on assiste à une vraie fête électorale, que les uns et les autres, toutes les listes se confrontent, qu'on ait des débats d'idées, qu'on ait des projets de législature qui s'expriment et que les citoyens comprennent plus ou moins ce qui se passe avant d'aller faire le vote. Il ne faudrait pas qu'on vote encore par l'émotion, même si on doit voter le fils du terroir, même si on peut voter le parti plutôt, mais il faudrait quand même qu'on vote l'intérêt du peuple. Il faudrait qu'on vote pour des gens, pour des députés plus ou moins dignes, qui sont censés comprendre les lois, les expliquer avant de pouvoir faire des votes, qui sont censés comprendre tout au moins le budget de l'État avant de pouvoir exprimer leur opinion et qui sont censés contrôler l'action du gouvernement. Il ne faudrait pas envoyer des gens juste pour la forme qui vont s'affubler du titre de député, d'honorable, qui vont juste encaisser leurs sous et ne rien faire du tout et attendre la fin de la législature pour revenir encore revoir les populations. Qu'on envoie des personnes utiles, des personnes qui aiment ce pays et qui sont prêtes justement à réfléchir, à trouver des idées, à proposer des alternatives et à confronter le gouvernement dans ses actions quotidiennes. Ce n'est que comme ça qu'un pays pourra avancer. Ce n'est que comme ça qu'un pays pourra avancer. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle que notre invité est Moïse Dosoumou, il est chroniqueur politique. Merci à vous d'être passé sur le plateau. On espère vous revoir très très prochainement. Pas de souci. Alors, fin de la première partie de ce journal, la suite de l'information dans un instant.